Salvador Dali, en effet, vous venez de publier votre premier et unique roman aux éditions Stock, un roman intitulé Visage caché. Et ce qu'il y a de fort curieux, c'est que vous l'avez écrit en 1943, il y a exactement 30 ans, et nous avons donc attendu 30 ans pour enfin le lire. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, et vous avez indiqué que les moyens de consommation actuels, télévision, radio, surtout la presse, sont des moyens de crétinisation. Je vais en donner un exemple précis. Aujourd'hui même, j'ai lu dans l'Express une phrase dans laquelle on m'attribue une chose qui est totalement le contraire de ce que je pense. C'est-à-dire, on dit, Dali pense que le monde était trop petit pour qu'il y ait en même temps Picasso et Dali. C'est sorti aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est André Parino qui a écrit ça. Ah, mais moi, je sais pas. André Parino, il a fait un ouvrage qui est tout semé d'erreurs. Mais en tout cas, celui-là, c'est un des plus flagrants, parce que Dali n'aime qu'être entouré de génies, et son regret, c'est que ce soir, au lieu d'être entouré de crétins, il ne serait pas entouré au moins de 3 ou 4 génies, comme celui de mon grand compatriote Picasso. J'ai dit autre chose. Je dis qu'évidemment, si dans le monde il y aurait 300 Picasso, 500 Dali et, disons, une demi-douzaine d'Einstein, la vie sur cette planète serait pratiquement impossible, inhabitable. Mais ne vous en faites pas, il n'existe pas. J'ai déjà dit que je parlerai de tout sauf du roman parce que ça semble qu'on a organisé ça pour parler de ce roman. Et moi, je profite d'être en direct pour dire ce que je veux et faire du plaisir à mes téléspectateurs, qu'il n'ait pas l'idée qu'on leur vend un roman, mais qu'ils aient des morceaux de viande crue et pétillant des idées daliniennes. Et aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qu'il arrive? Ah, je croyais qu'on m'avait déjà coupé parce que quand je ne suis pas en direct, on coupe toujours. En ce moment, ce qui m'intéresse, c'est de dire que tout ce qui n'est pas l'hyperréalisme américain, inclut le surréalisme, tout cela, ce n'est que de la littérature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un grand éloge des promoteurs dans le monde des hyperréalistes américains, qui sont représentés à Paris surtout par la galerie des 4 mouvements, qui m'ont prêté les œuvres qui sont là derrière, pour expliquer que l'unique chose qui m'intéressait quand j'étais tout jeune déjà, c'est quand les gens qui regardaient un tableau de moi disaient, écoutez, ça ressemble exactement à une photographie. Et même c'est peut-être mieux. Ça, c'est le plus grand éloge. Donc, tout ce qui n'est pas le moulage littéral dans lequel l'auteur s'efface, pas en tant que littérateur, mais même en tant qu'artiste, comme ça a été fait dans les plus glorieuses périodes de la sculpture, avec Praxitèle, que vous savez pratiquer le moulage, et Juan de Mena en Espagne qui pratiquait le moulage, et ne parlons pas de tous les peintres les plus grands comme Vermeer de Delft et Velázquez qui pratiquaient la photographie. Tout ce qui n'est pas strictement la copie des phénomènes photographiques et de la pure littérature. Alors après cette histoire de prix littéraire et tout ça, vous savez que maintenant j'en ai assez de la littérature pour des années. Vous permettez que nous revenions 2 secondes, 2 minutes à la littérature? Mais non, je ne permets pas, justement. Posez-moi toutes les questions, la littérature. Toutes les questions, de toute façon, vous dites que vous ne répondez pas aux questions. Alors, je vous pose des questions. Très bien. Cet art dont vous avez parlé aujourd'hui, vous en avez des exemples aujourd'hui. Exact. Alors, vous pouvez nous en parler. Ah, ça, je veux. Alors, allez-y. Parfait. Alors, dernièrement, on m'avait demandé en Amérique... Courage, la bouge. On m'avait demandé en Amérique quel était... on venait de vendre le tableau de Velázquez
pas le plus beau, mais un des plus photographiques, le portrait de Juan de Pareja. Et alors, à ce moment-ci, on m'a demandé à la télévision, justement, en direct, sans on aurait aussi coupé, j'ai profité que j'étais en direct, on m'a demandé quelle est la différence entre la plus parfaite photographie faite par le plus grand photographe du même sujet, c'est-à-dire le Juan de Pareja, du même angle, avec le même éclairage, et ce portrait peint par Picasso, qui est un portrait qui respecte toutes les dimensions et tout l'aspect ultra photographique. Alors, Dali a répondu une chose absolument magnifique, qui servira de préambule à tout ce que nous allons voir. J'ai dit, la meilleure photo du monde, du même sujet, et le tableau de Velázquez, la différence aujourd'hui est exactement de 6 millions de dollars. Ah, c'est pas bête, oui. Parfait. Dites-moi ces choses-là que je vois derrière vous. Ça, c'est la galerie des 4 mouvements qui me les a portés. Oui, vous pouvez nous en parler? Après, il y a quelqu'un, parce que comme ça, je dirige l'émission, et je ne suis pas disposé à faire aucune corvée, donc M. Parino va dire les noms des auteurs, la date, la description, enfin, tout ce sale boulot, vous allez le faire vous. Mais moi, je ne parlerai aujourd'hui que de sa signification que je voudrais maintenant dire métaphysique. Cette métaphysique qui n'a jamais existé ni dans les tableaux de Georges de Chirico et encore beaucoup moins dans les tableaux de l'époque qu'on appelle encore aujourd'hui surréaliste. Bien, alors prenons la pièce. Moi, je vois un carrosse, je vois une dame, je vois une autre dame. Et puis Je voilà... dis ça, c'est Parino qui racontera après. Moi, je vais parler de Malebranche maintenant. Ah oui, ça j'ai envie de parler de oui. Malebranche. Oui. C'est Parce essentiel. que Monsieur Malebranche, c'est un personnage qui a écrit 22 volumes qui s'appelle À la recherche de la vérité. Et comme que le hyperréalisme, ce n'est qu'à la recherche de cette vérité, Malebranche a dit une chose, que quand on ouvre les yeux sur le monde des phénomènes, ce que nous voyons, jamais ce n'est dans les objets, c'est dans notre âme. Donc, quelqu'un qui copie une photo, si c'est un idiot, ça sort une chose médiocre. Si ça sort, si au lieu d'être quelqu'un d'insignifiant, c'est quelqu'un comme Vermeer de Delle, ça sort un Vermeer de Delle. Donc ça confirme l'idée de Malebranche que notre âme est dans les choses. Et par exemple, ces pièces que nous voyons, à votre avis, ça a été fabriqué par un idiot ou bien par des génies? Et est-ce que... Non, les génies, pas du tout, c'est des êtres qui ont une probité comme les Ingres, qui disaient que la probité, que le dessin est la probité de l'art. Alors aujourd'hui, le réalisme littéral, c'est la probité de ce qui sera l'art du futur. Donc, je résume, parce que ça c'est très important, il faut savoir que tous les peintres abstraits, qui étaient tous des romantiques, et très souvent des êtres très authentiques, tous, ou presque tous, se sont suicidés. Enfin, leur œuvre est déjà suicidée depuis longtemps, leur œuvre, mais eux, physiquement, les autres se sont ouverts les veines, les autres tous sont morts suicidés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tous ces gens qui croyaient à l'abstrait, de bonne foi, un jour ils rentraient par exemple du cinéma, voyaient leur œuvre, ils se disaient, mais possiblement tout ce que nous avons fait depuis 30 ans, ce n'est absolument rien. Alors comme que tous ces êtres avaient perdu tout contact avec la réalité et avec la technique, et ils étaient incapables de dessiner ni de peindre, ils se sont tous suicidés. Salvador Dali. Oui. Salvador Dali. Non, parce qu'on aperçoit à gauche le profil assez malheureux, faut dire, d'André Parino. Après, non, c'est vrai. Ah, le Moi, miroir. ça me fait de la peine.
Et parce qu'on a l'impression que Salvador Dali a assimilé notre ami Parino, je ne sais pas, un loufia de l'hôtel dans lequel vous êtes. Non, pas du tout. Je pourrais peut-être que Parino dise Non, deux pas du mots tout. tout de même. Ce que je voudrais demander, c'est à André Parino, il y avait tout de même un certain nombre de livres déjà de Dali, sur Dali. Il y en a eu 4, 5, La vie secrète de Salvador Dali. Pourquoi vous avez-vous eu l'envie, le désir d'écrire à nouveau des mémoires de Salvador Dali? Je vais répondre moi, parce que je le ferai beaucoup mieux que lui. C'est parce que maintenant, nous vivons une période dans laquelle il y a beaucoup de jeunes gens qui voudraient être plus Dali que Dali. C'est tout. Bien, alors la réponse de Parino. Eh bien, c'est pour les empêcher d'être plus Dali que Dali. Je veux dire par là, moi j'ai rencontré Salvador Dali en 1949 chez son ami Lopez, le mécène Lopez, et je faisais à ce moment-là un petit... Influence qui m'a beaucoup influencé parce que tout ce que nous voyons dans cette chambre, ça vient plus ou moins des bits Lopez. Exactement. Bits, ça veut dire des bits d'information. d'information. Et j'étais sans doute influencé par le petit travail que je faisais sur Frédéric Nietzsche, et j'ai eu le corrompu sentiment par moi. de rencontrer avec Salvador Dali Oui. son Zarathustra. J'ai voulu vérifier, si j'ose dire, cette hypothèse. J'ai mis 20 ans et j'ai rassemblé depuis 20 ans un certain nombre de J'insiste à notes, montrer le livre. de hein. dialogues Oui, non. sur lui. Et je me suis aperçu surtout que la partie que nous connaissions de Dali n'était que la partie visible de l'iceberg. Le Dali fantastique, dans le fond, il le cache admirablement. L'homme de spectacle forcené qu'il est beaucoup plus formidable encore qu'on l'imagine. Et j'ai simplement voulu montrer, à travers évidemment une certaine vision, et à travers les propos que j'ai entendus, que je crois avoir entendus, qui était, pour moi, ce Salvador Dali. C'est-à-dire un personnage qui, psychologiquement, est extraordinaire, qui vit une expérience depuis sa naissance fantastique, et cette expérience fantastique nous concerne tous. Car Dali cache admirablement la réalité profonde de son personnage. Nous en avons eu tout à l'heure, je crois, une certaine expérience. Il est la contradiction, il est le jeu, il n'est concerné que par son propre divertissement, parce qu'il veut bien être. Il se recrée perpétuellement à chaque minute, à chaque seconde. Il est différent, il est déjà loin de ce livre, il est autre, il sera toujours autre. Et quand il dit qu'on veut être dalinien, c'est impossible. Lui seul peut être dalinien, car lui seul sait où il va. Enfin, soyons pratiques. Bon, Et comme que je je suis phénicien d'origine, il faut profiter de cette émission encore un tout petit peu plus pour dire que chaque fois, on me coupe tout. Alors, Vous n'avez rien coupé là. Le quoi? Non, mais je suis en direct, c'est pour ça que laissez-moi profiter, Alors, parce que profitez. chaque fois que je suis en direct... Alors, premièrement, chaque fois que je parle de l'être que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire de gala, et que j'ai les choses que je veux, on ne le met pas. Après ça, chaque fois que je parle de l'invicte chef de l'État espagnol, le généralissimo Franco, que je considère que c'était pas seulement un génie, mais que c'est un scène, plutôt on le minimise. On le minimise. Hein. Comment? Là, j'ai entendu une sorte La de preuve, rire. la preuve. Ouais, mais c'est en direct le rire aussi. Oui, mais naturellement, ce qui prouve que je suis un être subversif à tous les moments. Et après, c'est pour ça qu'après, je voudrais qu'on montre le trône que j'ai fait pour Gala, qu'on va le voir après. Oui, Un c'est trône ça, le trône. en honneur de Gala, que c'est un des plus bels objets. Moi, ce que j'aimerais, Maintenant, c'est non, ne m'interrompez pas, mon cher, moi je profite. Vous interrompez. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le livre de Parino, ou les journaux, ou tout ce qu'on fait autour de moi, numéro un, je ne les lis jamais. Bien, bravo. Un. Deuxième, je les juge uniquement au poids. Parce que quand Parino m'a dit est-ce comment vous trouvez le livre, je l'ai soupesé, je dis ça ne pèse pas suffisamment. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de pages, mettez du plomb, n'importe quoi, etc. Ah, ici, il y a le livre le plus lourd, mettez-le ici. Et celui-là, je le lis tout le temps, parce qu'il est entièrement écrit par moi. Et alors, je suis insatiable de lire mes propres textes. Alors, maintenant, on va l'ouvrir à la page. Ça s'appelle 10 recettes d'immortalité. Ça vient de paraître Trouver les trous du cul qui sont là. Alors, parce que j'ai trouvé
il y a exactement 4 mois, qu'une des raisons, peut-être l'unique raison convaincable, qu'on peut être convaincu, de l'immortalité de l'âme, et pour le même prix de l'immortalité du corps, s'était trouvé dans les... Attendez. Je les ai trouvés dans la courbe logarithmique de 2 anus de frères jumeaux. C'est ça. Ça, je tiens à le montrer. Lesquels j'ai monté dans des socles gaudiniens. Alors, évidemment, c'est un rapport direct à l'hibernation et à la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique. Une fois cet acide désoxyribonucléique a pu être codé par des machines cybernétiques, lesquelles vont, comme je l'ai déjà prédit tout à l'heure, vont anéantir en question de 2 ans tous les résidus abominables et pourris de la littérature contemporaine. Salvador Dali, voulez-vous que je présente un de vos amis surréalistes, André Thirion, qui est parmi nous ce soir. André Thirion, vous le connaissez? Non? Oui. Ah, oui. vous le connaissez? Non, mais... Oui. Non, parce que... Beaucoup. D'ailleurs, au point de vue bits d'information, je dois dire que des livres qu'on a écrits sur le surréalisme, c'est celui qui a été le plus honnêtement objectif de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. De Révolutionnaire sans révolution. Exactement. C'est ça, Révolutionnaire sans révolution, de fait, qui était le précédent livre d'André Thirion, publié chez Lafon, et qui a obtenu un grand succès. En effet, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, André Thirion, vous étiez l'un des membres du groupe surréaliste entre les 2 guerres.